Bienvenue dans la Minute Créative, un podcast pour réenchanter vos journées et vivre à votre façon, en comprenant que la créativité est le fruit de la vie. Je m'appelle Marie-Liesse et je suis art-thérapeute, artiste, humaine, et je vous propose d'échanger avec nos invités de qualité qui viendront proposer leur vision de la créativité et partager leurs meilleurs tips. Belle écoute! Heureuse de recevoir Claire aujourd'hui. Claire, c'est une collègue art-thérapeute co-créative. C'est aussi une amie et j'avais vraiment envie de la recevoir dans ce podcast puisque pour moi c'est quelqu'un d'inspirant tant au niveau justement professionnel qu'au niveau spirituel, au niveau du sacré, de la parole juste. Donc j'avais envie qu'elle partage avec nous aujourd'hui sa vision de la créativité. Est-ce que Claire, en préambule, tu as envie de te présenter, de dire quelque chose sur toi ? Par rapport à mon parcours créatif, donc moi j'ai toujours baigné dans quelque chose de créatif depuis toute petite. Je dessinais beaucoup. Je me souviens pendant les cours, enfin il fallait toujours que j'ai un crayon et que je m'évade de cette manière-là. Et puis j'étais pas une grande assidue dans mes études. Et lorsque je me suis orientée dans des études d'art, j'ai vraiment eu l'aval de mes parents qui étaient dans un autre monde, c'est-à-dire le monde agricole. Et ça a été une porte ouverte pour moi de voir qu'ils adhéraient à mon projet d'école d'art comme quelque chose de libérateur pour moi, de trouver une vraie bouffée d'air à travers des études d'art. Et donc j'ai choisi architecture intérieure. Et donc là, j'ai pu vraiment apprendre la maîtrise de certaines notions d'art. Et du coup, je me suis vraiment révélée à travers tout un monde que je découvrais en fait, à travers les autres étudiants, à travers tout ce qu'on a pu faire. Donc c'était une notion, c'était une école d'art, quoi. Donc ça a complètement démarré et voilà. Alors je sais pas si je continue. Cette école m'a ouvert vraiment l'esprit et pas que. Et j'ai continué à dessiner, à aller dans des écoles d'art. Après, je me suis donc destinée à l'architecture intérieure et notamment l'architecture navale. Ça a été complètement différent puisqu'il a fallu rentrer dans une structure, un travail normé, mais où la créativité était présente à travers des projets d'autres, des architectes, des armateurs. Et du coup, c'était plus difficile d'exprimer sa propre créativité. Mais je continuais, moi, à côté, grâce aux Beaux-Arts, où je faisais sculpture, peinture. J'ai continué à gravure aussi et à m'exprimer de cette manière très, très... Est-ce que tu sais justement comment est-ce que tu as découvert cet attrait pour l'art? Parce que tu dis que tu viens du monde agricole, donc il n'y a pas nécessairement de clichés, mais la façon dont tu le racontes, c'est comme si c'était un peu différent de ta famille, peut-être. Ou alors vous étiez déjà connecté à ça? Comment tu pourrais exprimer ça? On n'était pas connecté à ça, mais j'ai commencé à découvrir l'art à travers la nature, étonnamment. Mes premières créations, c'était... on m'avait offert on appelle ça un presse-fleur, je pense que c'est ça le nom.
Et j'ai commencé à récolter des fleurs, des feuilles, et je faisais des cartes postales. Et une fois que j'ai commencé à faire sécher toutes ces fleurs, je faisais des compositions, j'y ajoutais des stylos, des crayons, je refaisais des liens. C'était mes premières créations, ça, en fait, de faire des cartes postales pour mes amis. Donc ça fait un lien avec la nature, mais mes parents n'étaient pas spécialement ouverts à la création dans le sens comme on l'entend, c'est-à-dire on n'allait pas dans les musées, on n'allait pas. Moi, j'ai commencé à créer de mes mains, et alors c'est vrai que la création est plus large que le dessin, parce que j'aimais aussi coudre, tricoter, des choses bien que ma maman m'a appris, cuisiner, et je trouve que c'est très bon pour la création aussi. Enfin, ça laisse libre cours à plein de choses, et c'était ça finalement la création à la maison. Mon père était, on dit bricoleur, et quelque part il faisait beaucoup de fer forgé, beaucoup de créations pratiques dans la maison. On aimait quand même faire des choses de ses mains, et donc c'est en ça que. Mais mes parents étaient admiratifs des gens qui pouvaient peigner plus que de faire de leurs mains. Ils trouvaient que c'était un cran au-dessus, on va dire, que de faire un tableau plutôt que de faire une création de couture ou de fer forgé. C'était, mais ils restaient admiratifs quand je pouvais présenter des végétales, quoi. Ils trouvaient ça étonnant, quoi. Donc j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai que mes frères et sœurs. Alors j'avais une sœur qui dessinait pas mal quand même. On confrontait nos créations différentes. Mais je crois que j'étais dans un milieu proche de la nature, donc proche des choses simples et belles, en fait. C'est déjà quelque chose qui porte, je trouve. Moi, j'aimais beaucoup aller au jardin, m'occuper des fleurs, des légumes. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc c'est déjà quelque chose de beau qui est porté dès le début, en fait. Ouais, c'est super intéressant ce lien avec la nature en fait, de voir que c'est ça qui t'a inspiré au départ et que t'en as créé quelque chose et que tu l'as partagé avec les autres. C'est super beau. Est-ce que t'en as encore Oui, des cartes c'était postales comme ça vraiment. aujourd'hui? J'en ai fait des petits tableaux, oui, je crois que j'en ai encore là-haut, euh, dans mes affaires, bien rangées, sous verre. C'était vraiment mon jardin secret pour le coup, parce que moi j'ai 2 sœurs et 2 frères, je suis au milieu, donc j'ai toujours été un peu celle qui faisait des trucs comme ça, quoi. Pas très ordinaire, on va dire. Donc finalement, le fait d'aller dans une école d'art après, c'était pas tellement étonnant. Mes frères et sœurs ont fait d'autres choix, et j'ai beaucoup apprécié avoir le soutien de mes parents dans ce type d'études qui était pas évident pour eux de voir ce que j'allais en faire. Mais ils m'ont vraiment encouragé en disant c'est toi, tu vas être l'artiste de la famille. Ça les amusait un peu aussi, et puis ils me faisaient confiance, en fait, c'est ça qui était beau. Donc effectivement, faire des études d'art, on ne sait pas trop où on va, et moi ça m'a amené vers l'architecture navale, rien à voir pour le coup avec le milieu agricole, mais j'ai voulu partir, vivre sa vie, comme on disait. Donc je suis partie au bord de la mer, donc j'ai à 600 km, et ça c'était aussi un challenge pour moi, donc, de partir à 24 ans dans un milieu que je connaissais pas, l'industrie navale. Voilà, c'était vraiment un autre monde, quoi. Donc j'ai pu exercer l'architecture intérieure dans un milieu très particulier, très restreint, très contraint aussi. Et ça m'a frustrée assez vite parce que je me suis rendu compte que la créativité allait avoir ses limites. Limites de contraintes, limites de normes, limites d'espace. Et rapidement, je me suis dit que ça allait être frustrant. Mais
assez vite, j'ai choisi des dossiers plus créatifs comme le mobilier, les rideaux, les moquettes. Et du coup, là, j'ai pu davantage y mettre savoir-faire plus proche de la créativité, des couleurs, des matières. C'était plus sympa. Donc voilà. Et comment je suis arrivée à l'art-thérapie, ça aussi, c'est un chemin. J'avais tout le temps une activité artistique aux Beaux-Arts de Saint-Nazaire que j'aimais beaucoup. Donc j'ai testé pas mal de choses. Donc je disais tout à l'heure, gravure, peinture, sculpture. Voilà, j'avais toujours un atelier tous les ans et des croquis aussi du soir et tout ça. Et je voulais quelque chose de plus personnel, de plus poussé. Je recherchais un atelier plus spontané. Donc j'ai trouvé un atelier selon Arnaud Stern, la création spontanée, je crois, le dessin intuitif. Arnaud Stern, je pense qu'il est encore en vie, mais il doit être assez âgé. Si tu connais ça, Marie-Lise. Oui, mais tu peux peut-être décrire un peu pour les personnes qui... C'est une personne qui, après-guerre, s'est occupée d'enfants complètement, je crois, d'orphelins, en tout cas de traumatismes, de gens ayant connu les traumatismes après la guerre. Un petit peu le début de l'art-thérapie, quelque part, c'est une partie. C'est-à-dire il y avait un cadre très normé quand même. Tout était dans un lieu clos, sans fenêtre, sans lumière naturelle. Il faisait dessiner les personnes de façon très libre et avec un choix d'une quinzaine de couleurs, pigments très naturels, super couleurs, et chacun pouvait s'exprimer de façon très libre. Il n'y avait pas de contraintes, de conseils, de sujets, etc. Et chacun laissait libre cours à son imagination. Et en fait, au fur et à mesure des sessions, on travaille sur la confiance en soi, ça c'est sûr, on se reconnecte À ses potentiels, à ses capacités. Oui, moi j'y suis allée parce que j'étais dans un moment où j'étais pas très bien, et donc j'ai expérimenté vraiment personnellement que de ne pas avoir de contraintes, de ne pas avoir de sujet, c'est très reposant et ça permet d'aller vraiment chercher en soi confiance complètement et se laisser complètement aller. Et c'est très enrichissant de voir la capacité qu'on a à se découvrir et à se révéler autre, au fait. Donc, je ne sais pas si j'ai bien résumé, parce que je l'ai expérimenté, mais Oui, j'ai pas tout lu de l'histoire d'Arnaud Stern, mais en tout cas, il a sauvé pas mal de personnes qui étaient dans grand désarroi après la guerre, quoi. Donc, c'est au-delà des mots, quoi, en fait. C'est ça qui m'a plu. Et Quand tu parlais donc voilà, et c'est à travers... Quand tu parlais du fait Oui. qu'il n'y ait pas de consigne et que ce soit reposant, tu dis ça en pendant aux ateliers des beaux-arts par exemple où on doit suivre le modèle, suivre quelque chose. Exactement. Ouais. Mais c'est assez désarçonnant au départ, ce genre d'atelier. Mais très vite, on comprend qu'il va falloir sortir des schémas de faire beau, etc. C'est vraiment aller, quoi. Et c'est une autre façon de voir les choses et en fait, ça fait un bien fou, quoi. Sortir des dogmes d'une école d'art, c'est libérateur, en fait. Vraiment. Donc, en faisant cet atelier-là, j'ai rencontré donc une personne qui faisait une école d'art-thérapie. Et moi, j'avais fait mes recherches de mon côté, et c'était ça que j'avais envie de faire. Et voilà, et ça m'a amené à cette école d'art-thérapie, première école d'art-thérapie, parce que j'en ai fait deux. Il n'y a pas de hasard, je pense, hein, ce chemin, ça a été le mien, et c'était exactement ce que je voulais. Donc voilà, maintenant, l'étape d'après, c'est de pouvoir... transmettre, donner, voilà, c'est ça qui est plus délicat aujourd'hui pour moi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as retenu de tes formations d'art-thérapie? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Oula, c'est tout un chemin là. Oui. C'est vrai que j'y suis allée. J'y suis allée on va dire dans un contexte compliqué puisque j'avais été sujette à des problèmes au niveau de mon travail, notamment de harcèlement. Donc j'étais quand même au plus bas et je savais qu'il fallait que je travaille sur moi et je n'avais plus envie d'aller chez une psychothérapeute. J'avais déjà trop dit et je disais que l'art-thérapie pouvait m'aider à sortir autre chose que des mots. Dans un premier temps, je ne me suis pas formée pour donner, enfin pour transmettre. Je me suis formée pour moi, enfin pour m'aider à. Je me disais que les dessins, comme il avait toujours habité ma vie, le dessin ou la créativité, et ben là j'en avais besoin pour me soigner. Donc l'art-thérapie allait d'abord être un lieu de presque de renaissance pour moi parce que j'allais pas très bien. Donc ma première école était plus une initiation pour moi dans le sens où notre formatrice c'était une petite école et notre formatrice était elle sophrologue, donc elle a beaucoup travaillé aussi sur les contes. Elle nous faisait travailler sur plein d'aspects différents, sur de la terre, sur des créations en 3D de petits personnages. Enfin, on avait des supports énormément pour aller à chaque fois travailler sur soi. Un carnet qu'on remplissait chacune régulièrement, etc. Donc il y avait tout un travail. C'était presque une thérapie, carrément. Donc elle nous donnait beaucoup de ce qu'elle était elle en tant que sophrologue. On échangeait énormément sur nos parcours. Donc c'était enrichissant parce qu'on avançait chacune et c'est la richesse d'un groupe qui fait aussi qu'on avance plus vite. J'ai particulièrement ressenti dans cette petite équipe et dans l'autre équipe, dans notre école aussi, parce que on s'apporte les unes les autres. Enfin, nos histoires résonnent dans les histoires des autres et c'est en ça que c'est enrichissant. Ça, tu m'as dit pour la première école et pour la deuxième, est-ce qu'il y a quelque chose qui en est ressorti? Si je n'ai pas voulu m'installer après la première école, chose qui était logiquement envisageable, enfin chose que les autres de mon équipe, de l'école, c'est ce qu'elles ont fait pour la plupart. Mais moi, je me sentais pas. Il me fallait quelque chose qui soit plus proche de mes aspirations spirituelles que j'avais un peu enfui dans cette première école et que j'avais vraiment envie de relier ces deux domaines-là, la créativité et le spirituel. Je trouve que c'est trop important. Et donc, j'ai fait des démarches pour faire d'autres stages. Et c'est en faisant un autre stage que j'ai découvert l'école d'art-thérapie co-créative. Et là, ça a été un déclic parce que il y avait vraiment une dimension qui manquait dans la première école, à savoir qu'on a en soi une force et c'est pas rien d'exprimer tout ça, Oui. mais une lumière qui a besoin de sortir et c'est Ce que j'aime dans cette art-thérapie, c'est l'aspect, justement, quand tu dis la lumière, c'est lever le voile, lever les voiles, faire se dévoiler ce cœur qui souvent est voilé par nos pensées, par nos émotions. Et au bout d'un moment, quand on dégage de plus en plus le terrain, bah, il y a cette lumière qui peut se révéler, qui en fait a toujours été là. Mais c'est juste qu'elle est enfouie potentiellement sous toute notre histoire, tout ce qu'on se raconte et tous les événements qui nous arrivent. c'est ça, c'est ce qui m'a frustrée dans la première école, c'est que effectivement c'était pas relié à cette lumière qui nous habite
tous, et qu'il n'y a rien d'autre finalement qui m'intéresse que ça. Et, et, euh, et c'est ce que j'ai découvert avec cette école, tout comme le côté co-créatif, la force du collectif, et aussi comment faire, comment aider, comment à travers un dessin on peut y voir un potentiel de lumière, quoi, en fait, à exploiter. Enfin, toute la symbologie que je n'avais pas apprise dans la première école est arrivée, plus beaucoup de psychologie, de pathologie, etc. Et donc, ça enrichit complètement la démarche, l'approche. Donc, ça a donné beaucoup d'étoffe à l'art-thérapie que j'avais, à mon avis, traversée de manière trop légère. Et à la fois, ça a ancré les choses, quoi. Donc, c'est devenu un véritable outil avec un bagage psychologique, un bagage symbologique, l'intuition que je peux mettre moi, et c'est important, et puis l'échange qu'on peut avoir avec la personne, quoi. C'est devenu beaucoup plus riche, beaucoup plus concret, beaucoup plus exploitable, et ça donne envie de donner maintenant, mais c'est ça qui est plus dur, parce qu'aujourd'hui, faire passer cette lumière, c'est très dur, quoi. Trouver l'espace, ouvrir les portes pour parler de cet outil, c'est pas si simple. Voilà. Mais je perds pas espoir, parce qu'il y a des beaux projets en cours. Dans l'humanitaire, c'est ça qui m'a plu aussi, c'était le fait que ce soit dans l'humanitaire et le social, parce que je trouve que cet outil est particulièrement adapté aux personnes qui ont vraiment perdu confiance et qui ont traversé des traumas dans leur vie, quoi. C'est les aider à se reconnecter à leurs belles valeurs. Enfin, voilà, je trouve ça beau, et j'ai envie de participer à faire advenir ce qui m'a aidé, moi, à me relever. Voilà. Oui, et c'est ça qui est beau dans cette art-thérapie aussi, c'est cette notion de service et de voir comment est-ce que on s'inscrit dans l'humanité, même si on le disait, ce qui nous tient le plus à cœur justement, c'est cette lumière, mais c'est aussi de comment est-ce qu'elle s'incarne dans la matière, et donc comment est-ce que ce qu'on a reçu, on peut le transmettre, et particulièrement auprès des personnes les plus vulnérables, que ce soit en social en France ou en humanitaire à l'étranger notamment, avec cette force du collectif dont tu as parlé, dans la co-création, à la fois dans l'art-thérapie, c'est-à-dire dans les dessins de façon concrète, et à la fois dans les projets qui sont portés, qui sont menés tous ensemble. Et tout le processus en fait qui est engagé, puisqu'il y a eu la formation, puisqu'il y a les supervisions, les projets en commun, et ensuite l'aboutissement des ateliers avec les enfants, avec les jeunes de différentes cultures. Et c'est ça aussi que ça nous montre, c'est qu'on peut dialoguer avec l'autre, avec le différent, grâce à la créativité, grâce à ces productions plastiques en fait. Et de voir qu'il y a une transformation qui peut s'opérer pour eux, que ce soit dans leur monde intérieur ou dans leur monde extérieur, à travers ces processus. C'est extrêmement porteur de se dire que à travers ces compétences qu'on a acquises, que tu as acquises de par ton parcours personnel et professionnel, tu peux aujourd'hui en faire quelque chose, encore une fois, au service. Et oui, effectivement, il y a des obstacles à la lumière, mais c'est ce qu'on dit, c'est que le soleil, il est toujours là derrière les nuages. Donc, l'espoir, il est primordial, même si effectivement on est très, très bousculé.
Oui. Est-ce que pour terminer, tu voudrais dire quelque chose à propos de justement la créativité dans le quotidien pour les personnes qui nous écoutent? Est-ce que la créativité c'est réservé à certaines personnes? Est-ce que c'est pour tous? Comment est-ce qu'on peut la vivre ou l'incarner ou la percevoir dans notre quotidien? Qu'est-ce que c'est être créatif, créative? Est-ce qu'on peut l'être plus? Est-ce qu'on peut... Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ça? Je pense que la créativité, enfin pour moi, c'est écouter la petite voix qui nous dit ah, je ferais bien ça. Enfin, oser dire. Enfin, moi personnellement, parfois je me dis, oh, je ferais bien ça, je ferais bien ça, mais quelle que soit la chose, que ce soit, euh, je sais pas, un dessin, bricoler quelque chose, ou, enfin, se dire, ne pas se dire, oh, ben non, je sais pas faire, ou j'ai pas envie, ou j'ai pas le temps, parce que ça prend quand même du temps de se donner un espace de création, parce que c'est un espace seul avec ce qu'on a envie de faire. Mais c'est très enrichissant parce que c'est une pause et c'est se connecter à soi, c'est se faire confiance, c'est se donner l'espace, le temps, quelle que soit la création, hein, mais c'est presque indispensable parce que c'est aussi donner au monde quelque chose de soi, et que ce soit écrire un journal, dessiner, mais c'est vital en fait de Mm. trouver ces espaces et se faire confiance en se disant parfois ça peut être surprenant de se dire je ferais bien ça, mais cette petite voix qu'on n'écoute pas, et en fait si, c'est parce qu'on est dans le feu de l'action, parce qu'il faut toujours faire des choses utiles, des choses voilà, et en fait non, se trouver un temps, même aller marcher dans la nature, c'est ramasser des fleurs, voilà, c'est déjà créer quelque chose, et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que c'est nourrissant, quelle que soit la création, faire un gâteau, faire un truc, mais je crois qu'on en a besoin parce qu'on vit comme des fous parfois. Oui. Et créer, c'est s'écouter finalement, c'est se respecter, c'est se donner du temps, Mm. et ça fait du bien. Ça fait du bien à soi et aux autres après, parce qu'on peut montrer ce qu'on a fait ou pas, et parce que on se sent vivant aussi. On a Mm. fait un truc, on est content, et on participe à peut-être la beauté du monde. En tout cas, ouais, ça rend vivant. Très beau. On participe à la beauté du monde. Je pense que on va pouvoir s'arrêter sur ça si ça te va, Claire. Merci beaucoup pour ta présence lumineuse dans ce podcast. C'était vraiment une joie de te recevoir et j'ai hâte d'entendre vos retours, que vous nous disiez un peu comment ça a résonné pour vous. Et voilà, je vous dis à très bientôt. À bientôt, Claire. À bientôt, Agnès.